La reconstruction de cette BMW M5 Compétition a été l'un de mes plus grands défis. Mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile, car je dois réparer le moteur de la M5 et le remettre à l'intérieur de la M5. Pensez-vous que l'achat de cette BMW M5, dans l'état où elle se trouve, pour 32 500 livres, était une erreur? Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un C'est en plat. tout cas ce qu'a fait l'ancien propriétaire et c'est pourquoi il me l'a vendu. Pour la réparer, j'ai dû enlever le moteur. Ouais! Afin d'accéder à la tour d'amortisseur qui comporte cette énorme pièce. Dans la vidéo précédente, j'ai réussi à retirer l'ancienne tour de suspension et à la remplacer par une neuve sans aucun équipement spécialisé. Et cela ne m'a coûté que 370 livres sterling. Et avec une BMW M5 aux spécifications similaires valant environ 57 000 livres, je dirais que cette construction est toujours sur la bonne voie. Mais cela jusqu'à ce que nous arrivions au moteur. Cette monstruosité que vous voyez ici est donc reliée à la boîte de vitesse par un moteur V8 biturbo de 4 litres. Et je suis sûr que vous serez tous d'accord pour dire que c'est plutôt moche. Il y a tellement de câbles, de fils et de tuyaux, et pour la moitié d'entre eux, je n'ai aucune idée de leur fonction. Et beaucoup de choses sont cassées. Mais ce que nous allons faire avant d'essayer de remettre le moteur dans le compartiment à moteur, c'est de commencer à réparer tous les morceaux qui sont cassés. Comme le collecteur d'admission ici, qui est en plastique. Je pense que nous avons ici la pompe à eau, dont la poulie est également cassée. Et si je monte ce moteur avant d'avoir fait tout cela, ça va me causer 1001 problèmes en essayant de le faire à l'intérieur du compartiment moteur. Donc, je crois que je ferais mieux de m'y mettre. Voici le collecteur d'admission, le dernier endroit par lequel l'air doit passer avant d'entrer dans la chambre de combustion. Celui-ci est très endommagé et va provoquer de graves fuites d'air. Sans compter que s'il aspire du plastique, il provoquera une panne de moteur assez catastrophique. Il y a 2 collecteurs d'admission sur ce moteur. Un pour les 4 cylindres du côté gauche et un pour les 4 cylindres du côté droit du moteur. Si j'avais essayé de retirer le collecteur d'admission alors qu'il était dans la voiture, vous pouvez imaginer à quel point ça aurait été un cauchemar. Et il semble que j'ai eu de la chance dans les épisodes précédents, lorsque j'ai démarré la voiture, parce qu'il y avait d'énormes morceaux de plastique là-dedans. J'ai juste réussi à défaire les boulons maintenant. Et voici le nouveau collecteur d'admission. Nous parlerons des prix plus tard, mais pour un morceau de plastique, c'est étonnamment cher de la part de BMW. Il ne me reste plus qu'à faire passer le capteur de l'ancien au nouveau, et à déboulonner le corps de papillon au nouveau collecteur d'admission. C'est ce qui contrôle le flux d'air entrant dans le moteur, et il est contrôlé électroniquement par la pédale d'accélérateur. Une fois le boîtier vissé au collecteur d'admission, je peux commencer à le monter sur le moteur. J'enlève maintenant l'autre refroidisseur de charge pour pouvoir accéder à la poulie de la pompe à eau, juste ici, qui semble avoir pris un sacré coup lors de l'accident. Encore une fois, la pompe à eau fait ce qui est écrit sur la boîte. Elle pompe l'eau dans le moteur. Je n'ai jamais travaillé sur une BMW M5, alors j'apprends au fur et à mesure, et la seule chose que j'ai apprise jusqu'à présent, c'est que ce moteur est un cauchemar à travailler. Il faut enlever tellement de choses différentes pour arriver à la chose que l'on veut atteindre. La pompe à eau est enlevée. Et vous pouvez me croire, tout cela provoque énormément de stress et voici la pompe à eau. Et nous la changeons seulement à cause de la poulie en plastique. Le boîtier du thermostat se trouve à l'extrémité. Voici le nouveau, qui est tout neuf, qu'on a reçu de la part de BMW. Et c'est tout. Je ne vois pas pourquoi on changerait ça dans une voiture. Ça n'a pas l'air d'être un élément réparable. Mais mettons-le en place. Et pour ce qui est du reste, on devrait pouvoir le faire dans la voiture avant les mises à jour obligatoires. Tu vas bien? Oh, tout ira bien une fois que j'aurai remis le moteur dans la voiture et qu'il fonctionnera à nouveau. Avant d'intervertir les pompes à eau, je vais transférer le boîtier du thermostat avec le thermostat dans la nouvelle pompe à eau. Puis commencer à la fixer au moteur, sans oublier tous les tuyaux, les durites et les fils qui y sont reliés. Pour que la pompe à eau fonctionne, il faut une courroie pour faire tourner la poulie. Et la courroie de cette M5, eh bien, a connu des jours meilleurs, et on dirait qu'elle a été arrachée lors de l'accident. Mais ici, nous avons une courroie toute neuve de BMW. Il ne me reste plus qu'à déterminer dans quel sens elle passe autour de toutes les poulies. Cette poulie que je tourne maintenant est le tendeur. Et en la tournant, je peux enlever la vieille courroie. Et pour mettre la nouvelle, je tournerai à nouveau le tendeur, et je calerai un petit poinçon dans le trou, pour empêcher le tendeur de, eh bien, se tendre. Alors j'espère que j'ai bien acheminé cette courroie, car la seule chose qui semble étrange, c'est que la courroie est striée, alors que la poulie de la pompe à eau est super lisse. Donc, elle doit juste l'accrocher. Ok, c'est bon, j'arrête là.
Je pense qu'il est enfin prêt à être remis en place. Il y a encore quelques pièces endommagées, il manque les refroidisseurs de charge, mais à part toutes les pièces endommagées et les refroidisseurs de charge et tout le reste, je devrais pouvoir les atteindre avec le moteur et ce sera probablement plus facile parce que je ne serai pas à genoux sur le sol pour le faire. Mais pas avant d'avoir fait quelques mises à niveau vital. La plupart de ces BMW sont dotés d'une suspension adaptative, de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton sport, la hauteur de conduite devient plus rigide. Lorsque vous appuyez sur le bouton confort, la hauteur de conduite s'adoucit. Et tout cela se fait grâce à cet amortisseur et à la commande qui se branche en quelque sorte là-dedans. Et je voulais en quelque sorte conserver cela. Si je changeais l'ensemble de la suspension, je la perdrais. Vous vous retrouveriez avec un témoin lumineux sur le tableau de bord, mais je voulais que nous puissions modifier la hauteur de conduite, ce qui est exactement ce que ces choses vont faire. Suspension réglable KW. Il serait vraiment stupide de ne pas installer ça alors que le moteur est dehors. C'est probablement l'installation de suspension la plus facile que j'ai jamais faite. Je n'ai même pas besoin de la détacher du moyeu de la roue. J'ai mis mon compresseur de suspension parce que je n'ai pas envie de perdre mes dents en déconnectant le support supérieur. Et une fois que je l'ai déconnecté, je peux le retirer de la jambe de suspension avec le ressort et le compresseur. On ne peut pas faire plus facile. Et pour monter ces suspensions KW, il faut presser le siège inférieur du ressort, et je n'ai pas de presse, alors un marteau a été la meilleure solution. Mais ça a fait le job, et une fois que c'est enlevé, je peux nettoyer la jambe de force et ensuite presser le nouveau support de ressort réglable de KW juste en bas. Et toutes ces suspensions m'ont vraiment ouvert l'appétit. Pourquoi ne pas prendre un Anka? Non! J'essaie d'être plus sain cette année. Nous devrions avoir ça à la place. Tu as raison. Ceci. Non, pas ça. Ceci est Y-Food, une boisson de remplacement de repas qui contient 26 vitamines et minéraux, une teneur élevée en fibres et en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. C'est la boisson de remplacement de repas parfaite! De plus, il existe une multitude de saveurs différentes, et même des options végétaliennes. Si comme moi vous êtes constamment en déplacement, vous pouvez vous sentir coupable de manger un morceau de fast-food à l'heure du déjeuner, entre deux activités. Mais c'est à ce moment-là que Y-Food prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une boisson diététique, ni d'une boisson protéinée. Elle remplace simplement un repas. Elle contient 500 calories et suffit à vous rassasier jusqu'au prochain repas. Pour essayer Y-Food vous-même, vous pouvez vous procurer un pack de dégustation en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et avec cette bannière qui apparaît sous moi en ce moment même, il y a un code de réduction qui va vous permettre d'économiser pas mal d'argent en l'achetant. Merci beaucoup à Y-Food d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retournons maintenant à la suspension. Butoir et cache-poussière, ressort, roulement du support supérieur, puis support supérieur. Suspension KW en place. La prochaine modification qui n'est pas nécessaire, mais qui est presque une nécessité vu qu'on a le moteur en dehors. Les tuyaux d'échappement. Nous allons les changer pour avoir de meilleurs tuyaux. Et pour ceci, nous remercions Evolve Automotive. Ils ont été vraiment sympas de nous les fournir. Et ça va faire passer la voiture, ça va la faire passer d'un 9 sur 10 à un 10 sur 10. Il s'agit de tuyaux d'échappement sans catalyseur et je crois de filtres OPF. Sur les voitures européennes, il y a ces horribles filtres OPF qui font ressembler la voiture à... Tu dirais quoi, toi? Ça fait un bruit horrible. Mais cela va permettre d'y remédier. Donc c'est bien. D'accord, mettons-les. Non seulement la sonorité de la M5 devrait s'améliorer avec ces tuyaux d'échappement, mais cela aidera le moteur à mieux respirer, ce qui augmentera les performances. Et ces voitures ne sont pas lentes au départ. Comme d'habitude, le démontage des tuyaux d'échappement n'est pas aussi simple que nous le pensions. Il y a beaucoup de boucliers thermiques sur le chemin, ainsi que des fils et un tas de capteurs. Comme il s'agit d'un V8, il y a 2 tuyaux d'échappement, ce qui signifie qu'il y a 2 sondes lambda pour chaque tuyau d'échappement. Je dois les retirer toutes pour pouvoir enlever le bouclier thermique et accéder aux 2 tuyaux de descente. Il ne reste plus qu'à retirer tous les boulons et les supports pour pouvoir détacher les tuyaux de descente du moteur. Et voici les nouveaux tuyaux d'échappement Evolve. Ce travail n'a pas été plus facile à réaliser lorsque le moteur était démonté. Alors je ne peux qu'imaginer ce que cela aurait été si le moteur était en place, ce qui devrait nous faire gagner beaucoup de temps. Cela a vraiment pris beaucoup plus de temps que prévu. Et vraiment, ça aurait été horrible à faire avec le moteur dans la voiture. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, ce sont ces sondes qui se trouvaient dans l'OPF et qui devraient être des sortes de capteurs OPF parce qu'elles sont branchées électriquement ici, mais nous n'avons plus d'OPF. Et je ne peux donc que supposer qu'elles doivent être codées à partir de la voiture. Mais heureusement,
nous avons Mallory Performance. Donc, nous devrions pouvoir le régler instantanément, mais il sera intéressant de voir ce qui se passera quand nous le ferons tourner sans les capteurs OPF. Pour le moment, je pense que nous sommes prêts à installer le moteur. La première étape consiste à mettre le moteur et la boîte de vitesse en place. Et à 3, nous ne devrions pas avoir trop de mal à les mettre en place. Bon, le gros moteur V8 est maintenant à peu près installé. J'espère vraiment que j'ai pas oublié de tout brancher et qu'il me reste plus qu'à abaisser lentement la voiture. Et j'espère pouvoir introduire quelques boulons au sommet de la jambe de force, ici, à travers la tour de jambe de force que nous avons remplacée. Et pour le reste, eh bien, je pense que... Oh mon Dieu, je vais devoir improviser. Je me souviens pas de grand-chose. Mais j'ai pris beaucoup de photos, donc je m'inquiète de savoir où est passée celle-là. Mais je suppose qu'on le saura. Je suis donc seul pour ce travail, mais ça devrait pas être un problème parce que tout ce que j'ai à faire c'est d'abaisser la rampe en place, et si je peux obtenir un boulon pour mettre le sous-châssis à la voiture, alors je devrais être capable de tout aligner sur ce boulon. Et j'ai réussi à le faire, mais je n'ai toujours pas installé les supports de la boîte de vitesse. Elle est juste maintenue par cette énorme crique. Donc je vais donc ramper en dessous, aligner tous les boulons et le fixer pour maintenir la boîte de vitesse sur le châssis. Et maintenant, le moteur est entièrement supporté par la voiture, ce qui signifie que nous pouvons retirer le support du moteur et que la voiture peut être mise en l'air. Et comme je peux maintenant passer sous la voiture, je peux serrer tous les boulons du sous-châssis et commencer les connexions électriques. Comme le fil de terre pour la boîte de vitesse ici. Il y a 3 boulons qui maintiennent l'arbre d'hélice dans la boîte de vitesse. Et 2 boulons de soutien qui maintiennent l'arbre d'hélice dans la voiture. Et tout commence à s'assembler. Il reste une dernière chose. La crémaillère de direction. Je dois la relier à la colonne de direction qui sort de la voiture. Et c'est une tâche un peu fastidieuse. La crémaillère s'insère dans la colonne de direction et il y a un boulon qui la pince et la maintient en place. Et j'y suis presque arrivé en serrant un peu. Maintenant, c'est au tour de la partie supérieure du moteur, où se trouve tout le câblage. Et je peux vous assurer qu'il s'agit de beaucoup de câblage. Il y a beaucoup de câbles et de fiches à brancher. Mais heureusement, sur ces nouvelles voitures, on peut les brancher que dans un sens. Ce qui permet de savoir facilement si on en a oublié une, et il est presque impossible de brancher une fiche dans le mauvais connecteur. Et je pense que j'ai à peu près installé tous les connecteurs électriques. Il est temps de connecter les conduites de carburant. Nous avons une arrivée de carburant et un retour de carburant. Puis le réservoir de liquide de refroidissement peut être remis sur le dessus du moteur. Et enfin, il est temps de raccorder toutes les pièces de la suspension, y compris les conduites de frein, car les étriers ont été retirés avec le sous-châssis. Et tout cela devrait pouvoir suffire. Si tout va bien. Le moteur est enfin en place. Alors, soit je m'améliore un peu en mécanique, soit ce n'était finalement pas difficile. Il a l'air en piteux état, et je suis dans une situation difficile. Parce que, actuellement, les refroidisseurs de charge sont cassés. Je les ai ici. Ceci est donc cassé. Vous pouvez voir qu'il est cassé ici, il est troué. Et ceux de remplacement ne sont pas encore arrivés. Et je suis désespéré de savoir si ce truc démarre, et aussi d'entendre les tuyaux d'échappement sans le pot d'échappement, parce que vous savez que ça va être très très bruyant. Et je sais ce que vous pensez tous. Non, non, ne la démarre pas. Mais j'ai très envie de la démarrer. Je pense que je vais la démarrer. Pour plus de sécurité, j'ai installé les 2 anciens refroidisseurs de charge. Et ce, même s'ils étaient endommagés. Mais cela devrait empêcher la voiture d'avoir une fuite d'air importante. Une fois les 2 refroidisseurs installés, je peux brancher la batterie. Et nous verrons bien si la voiture démarre. D'accord, ça va vraiment être incroyable. Sachez qu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de liquide de refroidissement. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ok. C'est super fort! Oh mon Dieu! Wouhou! Oh mon Dieu! C'est si bruyant! La courroie a l'air d'être en bon état, le moteur a l'air d'être en bon état. C'est aussi la première fois!
C'est incroyablement bruyant. C'est dingue. C'est ridiculement bruyant. C'était la première, enfin presque la première. Wouhou, ok. On y arrivait finalement. On a démonté le moteur, on l'a remonté, on l'a vraiment réparé. Je pense que nous avons vraiment progressé maintenant parce que nous avons un moteur qui tourne, on a réparé la tour de suspension, la courroie semble être restée en place. Bonne nouvelle! La progression est à son comble, même s'il nous reste à installer les suspensions arrière. Mais maintenant, faisons le point sur ce que tout cela a coûté pour en arriver là. Le collecteur d'admission. Un total de 622 livres. Et il était en plastique. Ensuite, nous passons à la pompe à eau, qui m'a coûté un total de 301 livres. Puis à la courroie du ventilateur, qui m'a coûté un total de 53 livres. Ce qui porte la facture totale des réparations à 1346 livres. Et tout cela, c'était sans compter les pièces de rechange. Ok, donc nous y voilà. Premièrement, est-ce qu'il sera au centre? Deuxièmement, va-t-il supporter le poids de la voiture? Si nous pouvons conduire cette voiture à l'extérieur, après tout ça, eh bien, on aura fait des miracles. Un peu de jeu avec 3 doigts. 4 doigts, c'est un peu trop. C'est le test de précision avec les doigts. 3 avec un peu de jeu. Laisse-moi vérifier. Ah mon Dieu, je crois que c'est 3 avec un peu de jeu. Eh bien, d'après mes doigts, c'est tout à fait exact. Je pense que c'est le cas. Il me reste plus qu'à faire le suivi. Jusqu'à présent, il semble que la nouvelle tour de jambe de force ait été un succès. Tout semble être au bon endroit. Mais je meurs d'envie de voir si la M5 passe les vitesses et si je peux la sortir de l'atelier. Chaque fois qu'il me filme, c'est en train de bâcler quelque chose. Si la M5 réussit à sortir par ses propres moyens, nous pourrons alors dire que nous avons fait de sacrés progrès. Nous y voilà. Mais je pense que j'ai parlé un peu trop tôt. Combien de pièces on peut retirer à une BMW M5 et continuer à la conduire? Bon, c'est parti. Ah, j'ai pas de frein. J'ai même pas de frein du tout. Ok. Alors, bien que la voiture démarre, je n'arrive pas à passer la vitesse. Elle ne sort pas de la position de stationnement. Il est dit que pour engager la vitesse, il faut appuyer sur le frein, donc le frein ne s'enclenche pas. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il m'a laissé le démarrer, et on peut pas démarrer sans mettre le pied sur le frein. Je pense que j'arrive pas à enclencher la vitesse parce que les freins ne sont pas purgés correctement. La pédale est enfoncée jusqu'au plancher. Il est donc probable qu'elle ne pense pas que j'appuie sur le frein pour passer la vitesse. On va donc essayer de purger les freins et faire un nouvel essai. Et je vais également vérifier toutes les connexions que nous avons en dessous. Mais évidemment, les freins ont été enlevés lorsque j'ai déconnecté le sous-châssis. Et la voiture a dû perdre beaucoup de liquide de frein à cette occasion. Donc on va faire ça à l'ancienne et purger le liquide de frein. Donc je vais m'asseoir dans la voiture, appuyer sur la pédale de frein pendant que mon père ouvre les purgeurs et élimine l'air du système de freinage. Recycler. Pour commencer, on s'occupe des freins avant, parce que ce sont ceux qui ont été démontés. Voyons si ça fonctionne. Bien qu'on ait purgé les freins, je n'avais toujours pas de pédale de frein. Elle était enfoncée jusqu'au plancher et je n'arrivais toujours pas à enclencher les vitesses. Ceci est très nouveau et probablement surdimensionné. C'est littéralement comme... Donc normalement, sur un système de freinage, il y a 4 conduits de frein qui sortent du maître cylindre. Une qui va à l'avant droit, à l'avant gauche, à l'arrière et à l'autre arrière également. Mais celui-ci il en a 6. Il y a 2... Ouais, c'est ça, il y a 2 conduites de frein qui descendent et qui vont dans ce module ABS. Et il semble que tout l'air du système de freinage arrive dans ces conduits de frein ici, qui vont dans le module ABS. Et il semble que la seule façon de le purger soit de brancher un ordinateur. Et je ne sais pas si le mien fera l'affaire ou si ce sera l'hôtel. Ils utilisent quelque chose appelé ISTA. Mais je vais voir si cet ordinateur le fera et s'il se purgera presque tout seul. Donc, je vais donc essayer. Mais si on ne peut pas purger les freins, on ne peut pas enclencher la vitesse parce que il semble que la pédale de frein soit sur un capteur de pédale. Donc, si vous n'avez pas de pression sur les freins, il ne reconnaîtra pas que votre pied est sur le frein. Tout ça, c'est
C'est vraiment... Eh bien... En fait, c'est stupide. Une fois que je me suis connecté à l'hôtel, j'ai pu voir une procédure de purge de frein qui est liée au module ABS, qui semble être ce petit ordinateur situé sous la voiture. Je vais donc voir si je peux suivre les instructions sur l'hôtel pour voir si je peux obtenir une pédale de frein après cela. Dis quand? Quand? D'accord, continuez. Oh, il sort! C'est vrai? Donc, ce truc fait quelque chose pendant que le liquide... Est-ce que le liquide est pompé maintenant lorsqu'il fait cet autre bruit? Nous avons dû suivre les étapes sur l'ordinateur et il semble qu'il purgeait les freins à l'aide du module ABS situé sous la voiture, en procédant coin par coin. Nous l'avons peut-être compris, mais peut-être que je parle trop tôt. C'est bizarre. Bon sang, ça lance tout, n'est-ce pas? L'ordinateur indique que la pression doit être envoyée dans le mètre-cylindre. Nous avons donc utilisé cette pompe et nous avons failli boucher le trou, car nous n'avions pas le bon kit. Mais nous verrons bien si cela fonctionne. Service effectué. Je peux appuyer sur le bouton? Ouais? Il est par terre. Tu plaisantes? Non! Vraiment? Ouais, il est par terre. Non, c'est pas vrai. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Waouh! Génial. Mon père et moi avons donc répété la procédure encore et encore. Je pense que nous l'avons fait 4 fois en fait. Juste pour essayer de faire sortir autant d'air que possible du système, et nous sommes arrivés à un point où il n'y avait plus une seule bulle d'air qui sortait des étriers. Mais toujours rien. Non, il n'y a rien. La pédale de frein était enfoncée jusqu'au plancher. Finalement, nous avons abandonné les freins et commencé à penser que le véhicule ne passait pas les vitesses parce que le capot était ouvert. Mais nous avons branché les nouveaux capteurs de la serrure du capot et nous avons fait croire que le capot était fermé. Mais cela ne fonctionnait toujours pas. Nous ne parvenons toujours pas à obtenir la moindre pédale de frein. On a suivi la procédure à plusieurs reprises. On a fait ce qu'il faut pour purger les freins à de nombreuses reprises. Et tout cela est lié à l'impossibilité d'enclencher une vitesse. Tout ça parce qu'il n'y a pas de pression sur les freins. C'est donc le moment idéal pour moi de dire « Save the manuals ». Et le sweat à capuche et le t-shirt est disponible dès maintenant avec le lien dans la description. Parce que si c'était une manuelle, nous serions capables de la conduire à l'extérieur. Et aussi, avec un frein à main manuel, on serait capable de l'allumer. Et en conclusion, si vous pouvez nous aider, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le bouton like. Et je suppose que je vous verrai dans la prochaine vidéo, où je l'espère, on pourra sortir cette voiture. Anna, regarde si les phares fonctionnent. Il n'y a pas de phare. Like a drug that